Que dites-vous après avoir dit bonjour? C'est le titre un peu énigmatique du livre d'Éric Berne qu'on va explorer aujourd'hui. À première vue, on dirait une simple question de politesse, presque enfantine, mais en réalité elle cache une des interrogations les plus profondes de la psychologie. Sommes-nous vraiment les pilotes de notre propre existence? Ou est-ce que, sans même le savoir, on suit une trajectoire, une sorte de plan de vol dessiné il y a très très longtemps? C'est vraiment le cœur de la thèse de Berne, l'idée qu'il existerait un scénario de vie, un plan inconscient que chacun de nous rédige pour lui-même dans sa toute petite enfance. Et ce concept, je pense, il parle à quiconque a déjà eu cette impression un peu étrange de répétition dans sa vie. Ce sentiment de retomber toujours dans les mêmes pièges, de revivre les mêmes dynamiques, ou simplement de se demander, mais pourquoi Pourquoi face à des situations similaires, certains semblent programmés pour réussir et d'autres pour l'échec? Berne, sur ce point, il est assez radical. Il suggère que ce scénario influence nos choix les plus importants, notre carrière, notre conjoint, nos amitiés, et même, et ça c'est assez dérangeant, la manière et le moment de notre mort. Mais, et c'est là toute la force de son approche, ce n'est pas du tout un constat fataliste. Le livre se veut avant tout une sorte de boîte à outils pour décrypter ce scénario et surtout pour s'autoriser à le réécrire. D'accord. Alors, décortiquons un peu tout ça. Un scénario de vie, qu'est-ce que c'est concrètement? Berne utilise une analogie que je trouve très très parlante, celle du théâtre. Il nous dit d'imaginer nos vies comme des pièces de théâtre. Le script, l'intrigue, les grands dialogues, le rôle qu'on joue, et même la scène finale, tout ça a été écrit quand on était enfant. Et depuis, on monte sur scène chaque jour en pensant à improviser, alors qu'en fait, on suit ce script à la lettre. C'est exactement ça. Et les premiers metteurs en scène, bien sûr, Les parents? ce sont les parents. Le scénario se forge à travers leurs messages, leurs interdictions, leurs attentes, mais aussi leurs propres histoires non résolues. Et pour illustrer la finalité de ces scénarios, Berne utilise une autre image très forte. Il distingue les gagnants, qu'il nomme les princes et les princesses, des perdants, qu'il appelle les grenouilles. Et le but de sa thérapie, l'analyse transactionnelle, est très clair, c'est de permettre aux grenouilles de prendre conscience de leur script pour, pour redevenir des princes et des princesses. Cette image de prince et de grenouille, elle est très parlante, c'est vrai, mais elle me semble un peu binaire. Est-ce qu'on est forcément soit l'un, soit l'autre? Je me dis qu'on peut très bien être un prince dans sa vie professionnelle, très performant, et en même temps se sentir complètement une grenouille dans sa vie amoureuse, non? C'est une excellente question. Et ça va au cœur de la complexité du modèle. Berne serait tout à fait d'accord avec vous. Ce ne sont pas des étiquettes rigides, bien sûr que non. On peut avoir un scénario de gagnant dans un domaine et de perdant dans un autre. Le point crucial, ce n'est pas tant l'étiquette que la force psychologique qui est derrière le scénario. C'est une puissance qui nous pousse vers une destinée, qu'on pense lutter contre ou qu'on croit agir en toute liberté. Le scénario, c'est ce qui nous fait conclure après un énième échec amoureux. Je le savais, ce n'est pas fait pour moi, et hop, on confirme la prophétie initiale. D'accord. Pour comprendre comment on peut déjouer ce mécanisme, il faut d'abord saisir les bases de l'outil de Berne, l'analyse transactionnelle. Il explique que notre personnalité est composée de trois parties, c'est ça? Les fameux états du moi. Au phone interne et qui a tout enregistré de nos parents et mères. Leurs règles, leurs jugements, leurs valeurs. C'est la source de nos il faut que et de nos tu ne dois pas. Le deuxième état, c'est l'adulte. Lui, il fonctionne comme un ordinateur. Il est rationnel, logique, il analyse la réalité, ici et maintenant, objectivement. Et enfin, le troisième état, c'est l'enfant. C'est le réservoir de nos émotions, de nos pulsions, de notre créativité, mais aussi de nos peurs, de nos réactions un peu archaïques, telles qu'on les vivait quand on était petit. Et si je comprends bien, le problème du scénario, c'est qu'il court-circuite complètement notre adulte. C'est pour ça qu'on peut parfois avoir des réactions qui nous semblent totalement disproportionnées face à un événement anodin. Un simple email un peu sec de son patron, par exemple. Ce ne serait pas notre adulte qui répond. Mais notre enfant qui réagit à une critique de son parent interne, et l'adulte est mis sur la touche. Vous mettez le doigt sur le mécanisme central. C'est exactement ça. Le scénario opère en maintenant l'adulte contaminé ou hors jeu. La vie n'est alors plus dirigée par une évaluation rationnelle du présent, mais par ce dialogue interne incessant entre le parent et ses vieilles injonctions, et l'enfant avec ses décisions prises il y a des dizaines d'années pour survivre.
Nos interactions avec les autres, ce que Berne nomme les transactions, ne sont que des échanges entre ces différents états du moi. Et en les analysant, on peut voir qui est aux commandes. La personne est-elle dans son script ou dans son autonomie, c'est-à-dire guidée par son adulte? D'accord, donc on a ce dialogue interne entre le parent et l'enfant qui dirige la pièce. Mais ça m'amène à une autre question. D'où viennent les répliques? Si c'est une pièce de théâtre, qui a écrit le texte à l'origine? Berne semble dire que nous premiers scénaristes, ce sont les contes de fées. Ah oui, et c'est l'une des idées les plus fascinantes du livre, je trouve. Berne postule que des histoires comme Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, ce sont bien plus que des récits pour enfants. Ce sont des matrices de scénarios de vie. L'enfant, en fonction de son environnement familial, des messages qu'il perçoit, va s'identifier à un héros de conte et, inconsciemment, adopter la trame de cette histoire comme fil conducteur de sa propre existence. Il va attendre son prince charmant, se méfier du grand méchant loup ou attendre passivement qu'on vienne le sauver. Et j'imagine que cette identification est renforcée par ce que vous appeliez tout à l'heure la programmation parentale. Exactement. C'est là que le script s'ancre le plus profondément. Berne parle notamment des injonctions. Ce sont des interdictions fondamentales très puissantes et souvent transmises de manière non verbale. Des messages comme «n'existe pas», «ne pense pas par toi-même», «ne ressens pas tes émotions», «ne grandis pas» ou même «ne réussis pas». Pour illustrer la puissance dévastatrice d'une telle injonction, Berne donne un exemple clinique qui est assez glaçant. Il l'appelle le scénario de la femme frigide ou, de manière plus imagée, en attendant le rigor mortis. Rien que le nom, c'est tout un programme. Oui, il est volontairement provocateur. C'est l'histoire d'une mère, elle-même terrifiée par la sexualité, qui transmet à sa fille, souvent sans jamais dire un mot, l'idée que le plaisir sexuel est quelque chose de sale, de dangereux, voire de mortel. L'injonction, c'est «ne ressens pas de plaisir». La seule porte de sortie permise, le seul contre-scénario, c'est d'épouser un homme exceptionnel, un prince. En dehors de ce cas de figure, la fille est condamnée à une vie asexuée, attendant la mort de ses désirs, la ménopause ou sa propre mort comme une libération. C'est une illustration tragique de la façon dont un message implicite peut déterminer tout un destin. C'est terrible. Et ça montre bien que ces scénarios reposent sur des convictions très profondes, qu'on se forge sur notre propre valeur et sur celle des autres. C'est ce que Berne appelle les positions de vie, c'est bien ça, hein? C'est la pierre angulaire du scénario. Ce sont des conclusions existentielles que l'enfant tire très très tôt de ses expériences. Berne en décrit 4 principales. La première, la plus saine, c'est «je suis OK, vous êtes OK». C'est la position du gagnant, basée sur la confiance, le respect mutuel. La deuxième, «je suis OK, vous n'êtes pas OK». C'est la position arrogante, paranoïaque, de celui qui projette ses fautes sur les autres. Le fameux «c'est toujours la faute des autres». Exactement. La troisième, et elle est extrêmement répandue. Je ne suis pas OK, vous êtes OK. C'est la position dépressive, le sentiment d'infériorité, la quête permanente d'approbation. Et enfin, la plus sombre, je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK. C'est la position du désespoir, de la futilité, où plus rien n'a de sens. Cette troisième position « je ne suis pas OK, vous êtes OK », ça me fait énormément penser à ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Est-ce que Berne faisait déjà ce lien à l'époque? Absolument. C'est une description parfaite du moteur psychologique du syndrome de l'imposteur. La personne est convaincue de sa propre incompétence, je ne suis pas OK, et elle idéalise les autres, vous êtes OK. Le point crucial, et c'est ce qui rend ces positions si solides, c'est qu'elles agissent comme des filtres. La personne va activement chercher dans la réalité de quoi confirmer sa croyance. Si on est dans la position 3, un compliment sera interprété comme de la pitié et une critique constructive comme la preuve irréfutable de sa nullité. Ces positions sont vraiment le ciment qui maintient tout l'édifice du scénario en place. Tout ça est passionnant sur le plan théorique, mais ce qui est frappant dans ce livre, c'est à quel point Berne cherche à le rendre concret. Comment est-ce qu'on peut repérer les signes de notre propre scénario dans la vie de tous les jours? Il donne de nombreux indices, et parfois ils sont très surprenants. Par exemple, ce qu'il nomme le rire de potence. C'est quand une personne rit en racontant ses propres malheurs. Des malheurs qui sont en fait directement issus de son scénario. Ah oui, ça me fait penser à cet ami qui rate systématiquement ses entretiens d'embauche et qui, en plaisantant, en disant « record battu, je suis le champion du ratage », on sent une sorte de confort étrange dans cet échec répété, comme si ça confirmait une histoire qu'il se raconte sur lui-même. Mais, qui vient saboter une affirmation positive.
J'ai réussi ce projet, mais bon, ce n'était qu'un coup de chance. Ou encore un concept très visuel, le sweatshirt. L'idée qu'on porte un message invisible, écrit dans notre dos, qui invite les autres à nous traiter d'une certaine manière. C'est une image très forte, ça. On pourrait imaginer des sweatshirts plus modernes aujourd'hui comme «Expliquez-moi la vie, je suis incompétent» ou, à l'inverse, «Ne me demandez rien, je suis débordé». Et ça influence subtilement toutes nos interactions. Précisément, le message peut être «frappez-moi», «ignorez-moi», «sauvez-moi». Et on va inconsciemment sélectionner des interlocuteurs qui sont de bons candidats pour jouer le rôle complémentaire dans notre scénario. Le but de repérer ces indices, ce n'est pas de se juger, c'est simplement d'allumer la lumière de la conscience. D'accord, donc on repère ces signes, on prend conscience de son rire de potence, de s'aimer, du message sur notre sweatshirt, et après, quelle est la finalité? On risque de finir par en vouloir à ses parents pour nous avoir programmés comme ça. C'est une erreur. Blâmer ses parents, c'est rester dans le scénario, dans le rôle de l'enfant victime. La finalité de toute cette démarche, le mot-clé de Berne, c'est l'autonomie. Il s'agit pour notre adulte d'aujourd'hui, avec ses ressources et sa capacité d'analyse, de regarder avec bienveillance les décisions que notre enfant a prises il y a très longtemps. Ces décisions, c'était probablement les meilleures qu'il pouvait prendre à l'époque pour survivre. Mais aujourd'hui, sont-elles encore pertinentes? La toute première étape pratique, c'est d'apprendre à s'écouter et à identifier qui parle en moi, là, maintenant. Est-ce le parent critique, l'adulte objectif ou l'enfant qui réagit avec une vieille peur? Rien que cette identification commence à désamorcer le pilote automatique. Donc le livre, ce n'est pas tant un diagnostic qu'une forme de libération. C'est un acte d'auto-parentage, en quelque sorte. Le livre agit comme une permission. La permission de remettre en question les vieilles règles, la permission de ressentir des émotions qui étaient interdites, la permission de réussir là où le scénario prévoyait un échec. En somme, la permission de cesser d'être une marionnette de son propre passé pour devenir le metteur en scène de sa propre vie. Nos vies à jouer dans une histoire. Et on est tellement pris par l'intrigue qu'on oublie de poser la question la plus importante. Qui a écrit cette histoire? Qui en a décidé les péripéties? Et surtout la fin? Ce livre, c'est une invitation à reprendre la plume, à passer du statut d'acteur inconscient à celui d'auteur de sa propre vie. C'est bien plus qu'une théorie psychologie pris. C'est un guide pour reprendre le pouvoir sur sa destinée. Le message de Berne est profondément optimiste, au fond. Peu importe le début de l'histoire qui a été écrit pour nous et par nous dans l'enfance, on a la capacité, en tant qu'adulte, de s'autoriser à écrire une nouvelle fin. Une fin qui nous correspond vraiment, ici et maintenant. Et pour conclure cette exploration, on peut laisser cette question en suspens, une question que le livre nous pousse à nous poser. Si votre vie était un conte de fées, un mythe ou une pièce de théâtre, quel en serait le titre? Et plus important encore, qui en est le héros et comment se termine l'histoire?